Je voudrais vous présenter un autre membre de la bibliothèque Tourguenieff qui va parler aujourd'hui des stratégies et des pratiques de la bibliothèque Tourguenieff actuelle, donc maintenant. Riva Yevtifieva, qui est aussi une lectrice à l'université de Strasbourg et aussi une écrivaine. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que justement, avec Paulina a ouvert une maison d'édition de l'immigration. Et donc, mon livre, c'était... Donc, je suis le premier auteur de Paulina, donc il y a énormément de choses qui nous lient. Et il me vient de montrer le deuxième bébé de cette nouvelle maison d'édition. Et je pense que c'est important parce que c'est une institution de l'immigration quand même que tu as créé. Mais ici, on va parler d'une autre institution qui nous lie, là aussi, parce que Paulina est aussi assez active. Elle nous a beaucoup aidé à la bibliothèque Tourguenieff. Et je lui dois à elle, comme à Aglaé, pas mal d'informations que je diffuse normalement, que j'utilise pour mes recherches sur l'histoire de la bibliothèque Tourguenieff et aussi donc pour les présentations que j'ai fait. Vu que le titre de colloque que Paulina, Katia et Marina ont organisé, c'est Réception de l'héritage de l'immigration russe blanche après la chute de l'URSS, une reconstruction de l'Empire. Je me suis dit que c'est vrai que je fais très souvent des récits sur la bibliothèque Tourguenieff. Donc, cette fois, je pourrais bien m'interroger effectivement sur cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une certaine reconstruction de quelques empires dans la Tourguenievka actuelle? Au début, je me suis interrogée aussi, bien sûr, parler de l'Empire, c'est un terme très vaste, on le sait déjà tous. Et je me suis dit que peut-être les deux volets les plus importants qui pourraient être et qui sont parfois rapprochés à la Tourguenievka actuelle, ou du moins Tourguenievka est suspectée parfois. Il y a eu vraiment des questions qui m'ont été dirigées personnellement. Si la Tourguenievka actuelle transmet un projet impérial dans le sens monarchique, par exemple, si est-ce que on est des nostalgiques du grand empire russe d'avant la Révolution, par exemple. Et si dans l'activité de la bibliothèque russe Tourguenieff à Paris, il y a des éléments nationalistes ou du moins un intérêt particulier envers la culture russe comme particulièrement importante et supérieure à quelques autres cultures parce que, disons, ce sont là les deux questions, c'est là la question qui est devenue de la plus grande actualité après le conflit, après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie actuelle. Ce sont les deux questionnements que je me suis posés par rapport soit à l'histoire de la bibliothèque, soit surtout à son actualité. Pourquoi l'histoire aussi? Parce que dans ce qu'on fait aujourd'hui, Aglaé pourra bien confirmer, on pense très souvent à ce que Tourguenievka était en origine. Et on a même recommencé, on a rouvert la question des origines de la bibliothèque. Je pense que notre article avec Paulina va prochainement sortir dans la revue Slovo, un article consacré précisément au tout début de la naissance de la bibliothèque Tourguenieff et à ses fondatrices dont je dirais juste deux mots. Euh, alors, comment est-ce que je peux bouger les images comme ça? Donc ici, rapidement, la structure de ma présentation euh, et un petit rappel sur la chronologie. Ah non, avant de passer à la chronologie et avant de répondre aussi à la question qu'est-ce que et pourquoi fait la Tourguenievka d'aujourd'hui pour préserver l'héritage de l'immigration russe blanche, je voulais vous poser à la salle une question. Donc, je prie de lever la main aux personnes qui ont assisté à mes visites guidées de la bibliothèque. Absolument, oui.
Et donc, mais Fedor Polakov aussi, il a assisté, je me souviens bien. Donc, comme vous voyez, on fait beaucoup, parce que presque la moitié de personnes présentes ici dans la salle ont assisté à nos visites guidées. Donc, vous pouvez bien comprendre que la bibliothèque Tourguenieff est assez active, au moins, dans la présentation des trésors qu'on conserve à l'intérieur de cette bibliothèque. Et que la moitié de la salle n'a pas encore vu. Oui, effectivement. Donc, l'autre moitié de la salle est chaleureusement invitée à nous contacter et donc à venir assister à des visites. Elles sont gratuites et donc... Demain, il y a déjà il y a deux intervenants de notre cadre qui vont. Très bien. Qu'ils prennent contact avec moi et ce sera absolument fait avec enthousiasme. Donc, la bibliothèque a eu deux naissances pour ceux qui n'ont pas malheureusement encore assisté aux visites guidées ou pour ceux qui ont oublié totalement ce qu'ils ont entendu. Je rappelle brièvement que la bibliothèque Tourguenieff a eu deux moments de naissance. Le premier moment, c'est donc vers la fin du 19e siècle et le deuxième moment, c'est plutôt dans les années 50 et la localisation actuelle de la bibliothèque est fruit des événements des années 50. Donc, elle a bougé plusieurs fois et maintenant, donc, elle se trouve 11 rue de Valence au 5e arrondissement de Paris. Quand on revient sur les débuts, sur les premiers pas de cette bibliothèque, est-ce qu'on pourrait parler de projet impérial ou nationaliste? Je me suis posé la question moi-même. Et donc, les fondatrices, parce que ce sont plutôt des fondatrices, des jeunes filles, des étudiantes qui étaient, on peut dire, russophones, mais qui se trouvaient à Paris, après que l'accès à la formation universitaire a été officiellement interdite pour elles en 1871. Donc, plusieurs, celles qui pouvaient, sont arrivées au début en Suisse et après en France. Et cette bibliothèque, selon nos recherches, on peut dire, euh, s'inscrivait dans le projet plutôt radical et révolutionnaire des bibliothèques comme moyen de diffusion des idées socialistes, donc en origine dans la population russe, mais ce projet, évidemment, a été transféré aussi en France et on sait par exemple que une des personnes peut-être la plus active qui a contribué le plus à la fondation de la bibliothèque, Nadezhda Skvortsova, elle jouait le rôle de secrétaire de Piotr Lavrov. Donc, ça souligne son caractère à elle et sa fonction très active dans cette construction révolutionnaire. Et le soutien de Tourguenieff qui a été assuré par ces jeunes filles, un soutien qui après s'est transformé aussi en un soutien matériel aussi, mais au début, il a joué le rôle de fundraiser, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, c'est celui qui déjà a appuyé l'idée fortement et en plus, il a aidé à organiser une série de soirées musico-littéraires pour ressembler un peu d'argent pour pouvoir louer un local pour la bibliothèque et commencer à acheter des livres. Et lui-même, il a donné, envoyé des livres à cette petite bibliothèque. Et ce n'était pas la première fois que Tourguenieff appuyait fortement une bibliothèque plutôt radicale, des gens radicaux. Mais on sait que Tourguenieff lui-même, ce n'était pas ici, Paulina, qui est une des plus grandes spécialistes de Tourguenieff actuellement, pardon, pourra me corriger si je me trompe. Donc, ce n'était pas un révolutionnaire, mais c'était en tout cas un anti-monarchiste. On ne peut pas suspecter. Désolée pour ça. Le son n'a rien compris.
Non, Paulina se propose de me corriger après. Après. Non, non, mais parce que c'est effectivement une très grande spécialiste de Turgenev, donc elle saura bien nuancer tout ce que je pourrais dire à ce propos. Mais en tout cas, tu confirmes bien qu'il a très souvent soutenu des gens radicaux. Ça, c'est une histoire absolument confirmée. Et donc, on a bien compris que le projet originaire de la Turgenivka, ce n'était pas un projet ni impérial ni monarchique. Est-ce qu'il était en quelque façon nationaliste? Est-ce qu'on pouvait parler de la prépondérance de l'ethnie russe, de son prestige par rapport aux autres cultures? Donc, on peut dire que comme plusieurs révolutionnaires de cette époque, très probablement, les jeunes qui donc circulaient autour de la bibliothèque étaient plutôt ouverts envers, par exemple, les Polonais, les Ukrainiens, les Lituaniens, parce qu'on connaît des personnes, je peux citer le révolutionnaire Gintov Dzewaltowski, donc qui venait de Pays-Baltes plutôt, qui a travaillé comme bibliothécaire donc dans cette ancienne Turgenevka. On peut dire que les ports de la Turgenevka étaient ouverts aux autres radicaux, quoi que soit leur ethnie. Et on peut suspecter, on peut supposer que probablement ils étaient ouverts surtout vers ceux qui partageaient le projet révolutionnaire et donc les représentants des Pays-Bas, de Pologne, de l'Ukraine étaient plutôt des aléas bienvenus et aucune idée de la diffusion spéciale de la culture russe. Donc aucune question de ce type était posée. J'ai ici aussi des extraits. Là, encore une fois, je dois remercier Paulina parce que c'est elle qui m'a communiqué pour la première fois des articles dans la presse française des années 80 et 90 qui parlent beaucoup de ce diaspora russe, de ce grand diaspora à Paris qui était appelé russe, mais en réalité, comme vous pouvez voir ici, par exemple, dans la première ligne, ils disent les étudiants russes, mais pour être plus exact, des étudiants russes et polonais. Mais en plus, on pourra voir dans la deuxième colonne, par exemple, que dans le nombre de Russes, on inclut donc slaves, ça veut dire que les Polonais, les Ukrainiens, par exemple, comptent aussi, ou israélites, dont une grande partie, comme nous comprenons bien, venait des actuelles Pologne ou Ukraine. Donc, on constate qu'il y a ce mélange à la bibliothèque qui, donc, n'ont visiblement aucune idée de diffuser disons, l'idée de la domination de l'ethnie russe. Je continue. Alors, dès que c'est les personnes qui ont construit cette première Turgenivka, c'était bien les personnes qui après ont en quelque façon fait la révolution en Russie. Et le paradoxe intéressant, c'est que donc, comme vous savez, il y a surtout après le 1905, après, il y a la deuxième sortie des émigrés russes de France en 1917. Donc, il y a toute cette vieille émigration vague zéro qui part, qui quitte la France pour rentrer en Russie. Mais quelques mois après, il y a une nouvelle vague qui est souvent appelée la première vague de l'immigration qui arrive et qui a une couleur politique tout à fait différente, même si on sait bien qu'à l'intérieur de cette première vague, aussi les idées politiques étaient extrêmement variées. Et cette première vague a fait renaître la bibliothèque qui, surtout après le 1905, était dans un état un peu d'abandon presque. Donc voilà, donc la révolution d'octobre contribue, sans le vouloir, à la renaissance de la bibliothèque. Il y a, par exemple, des statistiques de Nikolai Knorring, qui a travaillé pendant plusieurs années à la bibliothèque, qui dit que donc, dans les années 20, il y avait jusqu'à 58 lecteurs par jour.
dans la bibliothèque pour vous dire aujourd'hui, il y a, dans la meilleure des hypothèses, une dizaine, hein, si tout va bien. Ça a voulu dire, entre autres, que la bibliothèque avait besoin d'un nouveau bâtiment et progressivement, vers le 1938, qui constitue une espèce d'apogée de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque peut gérer un bâtiment, rue de la Boucherie, un bâtiment extrêmement beau. Aglaé pourra vous en parler parce qu'il l'a visité récemment et il pleure encore quand il parle de ce qu'il a vu, de la grandeur, l'élégance et ampleur de salle de ce bâtiment. La bibliothèque donc, est accueillie dans ce nouvel espace et en plus, elle renaît du point de vue économique aussi parce que seulement les cartes de lecteurs qui étaient payants ont pu vraiment redonner un nouveau essor à la situation économique de la bibliothèque. La couleur de cette nouvelle bibliothèque de la première vague. La bibliothèque se proposait comme apolitique déjà depuis les premières années du XXe siècle. Dans le statut de la bibliothèque en 1910, il y avait déjà un article très clair et explicite qui disait que la bibliothèque ne devait pas tomber dans les mains d'un groupe, d'un cercle politique seulement. La bibliothèque ne développe pas effectivement aucune proposition politique, même si, bien sûr, on ne peut pas être libre totalement de la politique, mais on peut dire que du moins, ça ne faisait pas partie de préoccupations ou des communications principales de cette bibliothèque. Bien sûr, elle était orientée à la culture russe, plutôt russophone, et il gardait encore un grand tas d'ouvrages socialistes. On peut dire qu'il y avait aussi une section siglée L, qui est une section pour des livres traduits vers le russe des autres langues, et une grande section, plusieurs sections en réalité, de littérature francophone qui parle de l'histoire, la géographie, etc., de la Russie. Donc, on peut dire qu'il y a un certain russocentrisme, mais qui n'est pas violent ni trop conscient. Il n'est pas poussé. Je ne sais pas si on peut le classer comme innocent, pas, mais du moins sans l'idée d'une expansion forcée vers d'autres cultures. Qui étaient les lecteurs? Donc, on sait quelque chose de la composition des lecteurs parce que, heureusement, une partie des archives de la vieille bibliothèque Tourguenieff sont conservées dans la bibliothèque Tourguenieff. Une autre partie est conservée aux archives russes, à Garf, déjà nommé dans d'autres conférences d'aujourd'hui, et une autre partie encore à la contemporaine. Voilà, j'espère que pendant la visite guidée qui nous attend, on pourra en découvrir quelque chose. Et ici, j'ai donné juste quelques exemples. Juste quelques exemples. Euh, donc, euh, oui, pour vous donner une idée immédiate de ce que pouvait être la couleur politique des lecteurs, bien sûr, on trouve des lecteurs très différents, mais et je n'ai pas encore fait des statistiques prosopographiques, mais je peux faire une conclusion préalable, disons, soumise aux vérifications, qu'un grand tas de lecteurs, c'était plutôt des cadettes, Celui de droite, en tout cas, l'essai. absolument. Mais celui de centre aussi. Mais oui, il y a Milukov en personne, il y a Solomon Posner aussi. Donc, vous voyez, je ne savais pas que Valérie allait assister à cette conférence, mais je pense qu'effectivement, Solomon Posner, c'est un bon exemple emblématique de ce que pouvaient être les couleurs politiques, les orientations politiques des lecteurs, mais aussi, en réalité, on a plusieurs
comment dire, plusieurs feuilles de fichiers Posner, j'ai choisi ici celui qui nous dit que le livre qu'il a laissé comme, aide-moi, Zalok. Voilà, donc c'est bien le Capital de Marx. C'est pour souligner encore une fois que la bibliothèque Tourguenieff, oui, elle est devenue un peu la bibliothèque des cadettes, mais c'était en origine une bibliothèque plutôt socialiste. Alors, la gouvernance de la bibliothèque incluait, elle était même dirigée pendant plusieurs années par Léon Chénis, qui était ethniquement un juif né à Jytomyr, à côté de Jytomyr, donc dans le territoire de l'Ukraine actuelle. Et on peut dire que ça souligne une certaine et bizarre continuité avec la vague zéro de l'immigration, même si cette continuité n'est pas absolue. Donc, on peut dire que, encore une fois, l'idée comment dire, de prépondérance de l'ethnie russe ou de la culture russe probablement n'était pas du tout proposée par ceux qui s'occupaient de la bibliothèque. Par contre, un tas très important était occupé parmi les... Donc, on peut parler de la gouvernance de la bibliothèque, du bureau, mais on peut parler aussi d'un tas de personnes qui étaient comme une espèce d'amis de la bibliothèque, qui assistaient la bibliothèque dans des moments spécialement difficiles, comme Maklakov, des personnes qui se sont occupées beaucoup Ossorgin, il faisait partie du bureau, bien. Merezhkovsky, par contre, c'était un lecteur passionné, et du coup, on conserve encore aujourd'hui quelques petits documents concernant Merezhkovsky dans le petit archive de la bibliothèque qui est conservé à l'intérieur, dans ce tiers qui est conservé à l'intérieur de la bibliothèque. Ce qui unit plusieurs personnalités sur lesquelles je pu me renseigner un petit peu, c'est qu'il y a un tas très important des appartenant à la maçonnerie. Et là, Solomon Posner, encore une fois, nous fait un très bon exemple. C'est un parfait ami de la bibliothèque Tourguenieff, on peut conclure. Donc, dans cet état et avec cette coloration, la bibliothèque existe jusqu'à 1940, quand elle est saisie par les nazis en tant que bibliothèque socialiste, parce qu'on sait très bien que ils l'ont explicité au moment de la saisie, qu'ils étaient intéressés par les ouvrages socialistes pour mieux comprendre la Russie soviétique en réalité. Donc, la pauvre bibliothèque Tourguenieff a perdu la plupart de ses fonds, pas la totalité, en tant que bibliothèque soviétique qu'elle n'était pas. Un autre paradoxe de son histoire. Donc, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Tatiana Bakounine-Ossorgin qui s'est occupée de la reconstruction de la bibliothèque à partir à partir de la volonté de retrouver tout simplement la bibliothèque de son mari. Elle a été assistée par d'autres membres de la maçonnerie au début. Et là, c'est une affirmation que je fais sur la base de l'étude des documents de l'archive conservés à la bibliothèque elle-même, parce que je fais une espèce de répertoire de cette bibliothèque et il y a pas mal de documents qui parlent précisément de cette période. Il y a beaucoup de lettres donc, de Madame Ossorgin sans correspondance avec plusieurs personnes. De cette manière, elle est arrivée à gérer. Donc, elle a été introduite dans la commission de la récupération des biens saisis par les nazis à Paris. Et grâce à ça, elle se retrouvait un jour, on peut dire, en simplifiant énormément, avec beaucoup de livres russes avec lesquels personne ne savait
quoi faire. Et donc, ça a été une des raisons pour reconstituer la nouvelle bibliothèque. Un appartement a été acheté dans les années 50, l'appartement que la bibliothèque occupe encore aujourd'hui. Elle avait une relation très un peu spéciale avec l'ambassade soviétique parce que c'était une époque après la Deuxième Guerre mondiale où plusieurs personnes se sont rapprochées de cette ambassade. Il gardait une certaine distance, mais quand même il acceptait un don des livres. Mais il soulignait, comme il pouvait, qu'il n'y aura aucune, en tout cas, relation idéologique, donc influence, ingérence idéologique de l'ambassade dans l'activité de la bibliothèque et apparemment il a réussi dans ça. Donc il a reconstitué le fond, la collection de la bibliothèque qui contient moins d'ouvrages socialistes qu'avant, que la première, l'ancienne bibliothèque Tourguenieff, qui contient énormément d'ouvrages des écrivains de la première vague de l'immigration, bien sûr. Il y a pas mal encore de livres soviétiques, mais peut-être un jour on fera le désherbage pour rendre, disons, le pourcentage de livres de l'immigration un peu majeur dans le fonds actuel. Et donc, c'est un fonds qui a une partie soviétique et une grande partie anti-soviétique. Il y a des livres des autres peuples qui constituaient l'Union soviétique. Il y a des livres des écrivains, par exemple, ukrainiens, biélorusses, tatars, etc. Et c'est bizarre, il n'y a pas eu aucune réflexion à ce sujet. Donc, on peut les retrouver soit dans le fond B, belletristique, donc le fond normalement censé être russe, mais aussi le fond L, qui contient des ouvrages des écrivains étrangers traduits vers le russe. Par exemple, Taras Shevchenko ou Marko Vovchok, on les trouve soit donc parmi les livres russes, soit parmi les livres étrangers. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont tous accueillis, en tout cas dans le fond de la bibliothèque, sans aucun problème. Et là, je passe... Hop, je dois passer à l'autre. Une petite remarque entre parenthèses, les deux photographes de Tatiana Osorgin que vous voyez, c'est une retrouvaille très récente. Je l'ai trouvée dans les archives et je la trouve très jolie. Surtout avec le petit chien. Donc, bien sûr, l'époque que personnellement je connais le moins, mais plusieurs personnes ici présentes connaissent beaucoup mieux en réalité, c'est l'époque, parce qu'ils ont assisté directement, c'est l'époque donc de la fin de la séparation entre les deux Russies. Et donc, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui me disaient qu'il n'y avait dans les années 90 aucun besoin de fréquenter la bibliothèque Tourguenieff pour accéder aux ouvrages russes ou accéder à la culture russe. Et même les chercheurs avaient plus d'intérêt d'aller directement en Russie pour travailler aux archives, aux bibliothèques. Donc, la bibliothèque a dû changer un peu de sa personnalité. Elle a réussi parce que surtout les bibliothécaires qui travaillaient ont un peu, c'est Tatiana Osorgin qui a jeté les bases pour ce travail, mais c'est Tatiana Gladkova qui est actuellement encore la bibliothécaire bénévole de la bibliothèque, notre mémoire vivante de la bibliothèque. C'est une bibliographe qui donc s'est occupée de rassembler les informations bibliographiques, surtout sur l'émigration russe. Donc, dans ce sens, on peut dire que la bibliothèque était effectivement un centre de documentation sur l'émigration russe. Il faut dire aussi que Tatiana Gladkova a travaillé pendant plusieurs années à l'actuelle contemporaine. Il crée aussi cette connexion idéale entre nos deux bibliothèques. Et juste avant la guerre actuelle, il y a eu un changement assez important qui est dû au hasard, je dirais, mais qui s'est révélé comme très important. Donc, en 2021, le nouveau bureau
était composé parce que on peut dire que dans les années 80, 90, il y avait donc il y avait des émigrés de la troisième vague, mais aussi des descendants de la première vague de l'immigration qui s'occupaient de la bibliothèque. Par contre, là, en 2020, on peut dire que le bureau était composé surtout en français, qui s'appelle François, et aussi par trois représentants d'entre-vague, d'une vague intermédiaire, parce que on était toutes arrivées en France dans les années 2000. Donc, on n'est pas attribué à aucune vague de l'immigration, ni la quatrième, ni la cinquième. Voilà, mais on existe, nous existons, et nous continuons actuellement de nous occuper de la bibliothèque. Et euh, en 2022, une question très importante s'est posée et c'est une question à l'intérieur de laquelle nous vivons chaque jour maintenant. Est-ce qu'on est revenu sur la situation d'il y a 100 ans? Et ben, il y a plusieurs aspects qui disent que oui, même si, bien sûr, l'histoire ne revient jamais à 100% sur ses pas, donc sur ses traces. Donc, il y a bien sûr des différences. Mais cette connexion idéale est très importante pour nous et je dirais qu'elle joue un rôle très important même dans notre politique de développement de la bibliothèque et dans notre communication autour de la bibliothèque. Et tout comme en 1917 et les années qui ont suivi, la bibliothèque est renée grâce à l'arrivée massive de la première vague d'émigrés. De la même manière, on peut dire que la nouvelle vague, que parfois on appelle la cinquième, maintenant, donc la nouvelle vague a contribué énormément à une certaine renaissance de la bibliothèque Tourgueniev. Et donc là, je passe à toute dernière partie la plus importante de ma communication, même si pour plusieurs parmi vous, j'espère, il n'y a aucune nouveauté dans ce que je dis parce que vous suivez avec beaucoup d'attention les activités de la bibliothèque et vous y participez aussi pour certains, c'est absolument vrai. Donc, on peut dire que ce qui s'est reproduit certainement dans cette nouvelle page de l'histoire de la bibliothèque Tourgueniev par rapport à il y a 100 ans, c'est qu'il y a un nouveau séisme entre les deux Russies parce que on ne peut plus voyager, pas sans un sentiment de peur, mais pour plusieurs personnes, pas du tout. Moi, par exemple, je ne peux pas absolument voyager en Russie. Donc, il y a cette barrière, il y a ce mur qui s'est reconstitué entre le diaspora et la Russie. Il y a vraiment ce sentiment de peur par rapport au gouvernement russe actuel qui était tout à fait absent dans les années 90, dans le diaspora russe qui était présent à Paris. Donc, on s'est occupé, donc, la direction qu'on a donnée dans ces 2 dernières années, et ça me fait peur de prononcer ces mots, 2 ans de guerre, mais c'est vrai que depuis 2 ans, il y a déjà en cours cette guerre, et on a réorienté la bibliothèque qui est devenue, je pense, un peu un foyer de la culture russe en réalité dissidente donc par rapport à la politique actuelle du gouvernement. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on a fait parce qu'on s'est occupé aussi de la gestion de la mémoire conservée dans la bibliothèque. Par exemple, on a donné naissance à un nouvel catalogue numérique qui peut être déjà consulté dans certaines façons. Demandez à Aglaé surtout comment le faire. Mais je dirais que
On a un peu renouvelé, on a recommencé à renouveler le fonds, ce qui ne se produisait pas dans les années 90. On a, par exemple, renouvelé la collection des livres jeunesse et pas que. Et on a créé à la base de Tourgueniev, sans le prévoir, c'est vraiment le fruit de hasard, on a créé quelque chose qui rassemble en médias, en ligne presque, parce que notre chaîne YouTube est extrêmement fréquentée, extrêmement consultée, même en Russie, ce qui est le plus important. Et on a pu constater, grâce aux statistiques que YouTube fournit, que la plupart de nos écouteurs se trouvent en Russie. Donc, on est devenu un média d'émigration important qui qui fonctionne, qui diffuse aussi, qui transmet des choses donc en Russie aussi. Je vous ai donné juste un petit aperçu de notre chaîne et de nos initiatives. Donc, vous pouvez constater certaines choses, mais pas toutes. Je donne un petit commentaire. Et ici, je me pose moi-même la question en revenant au titre du colloque. Donc, dans quelle façon est-ce qu'on reçoit et diffuse et conserve l'héritage de l'immigration russe blanche? Parmi nos initiatives, donc le tas d'initiatives organisées par nous qui sont orientés exprès vers la culture de la première vague d'immigration n'est pas très grand, n'est pas très important, mais quand même, il est présent. Donc, c'est un élément qui est bien présent. Ici, par exemple, vous pouvez voir le visage même de Alexei Sushinsky. Donc, on invite souvent chez nous des descendants donc de la première vague de l'immigration. Et là, encore une fois, merci Valérie pour être venue bien 2 fois pour parler soit donc de la première vague de l'immigration en tant que biographie des personnes, mais aussi en tant qu'héritage littéraire parce qu'on a parlé de Shklovsky et ça a été une conversation très importante. Effectivement, on peut dire qu'on parle plus de l'aspect prosopographique et peut-être sociologique que de l'aspect littéraire, mais peut-être on va changer ce volet, on va voir dans quelle direction va-t-on nous développer. On est actif aussi sur d'autres réseaux sociaux et sur d'autres volets encore. Ici, vous avez un aperçu de notre profil Instagram, on est très actif là-bas aussi. Mais aussi sur Telegram, il y a la chaîne de Bibliothèque Tourgueniev. Ici, par contre, je vous ai mis l'aperçu d'un autre type d'initiative parce que on fournit aussi l'assistance à cette nouvelle vague de l'immigration. Et aussi, il faut dire, aux immigrés russes, mais aussi aux réfugiés ukrainiens qui parfois viennent nous voir, viennent lire nos livres et viennent demander de conseils que ni jamais. On fournit des informations, par exemple, aux chercheurs russes. On a fait une petite brochure pour les chercheurs qui bénéficient de la bourse PAUSE. Dont certains sont ici présents. Bienvenue. On vous aime beaucoup. Et entre autres, donc parfois, on disperse de cours de FLE et je dois dire qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai été contactée par quelques représentants de cette nouvelle vague avec la demande de renouveler ce type d'initiative. J'ai promis, mais à partir de mai, parce que actuellement je suis trop occupée à l'université de Strasbourg, est mon emploi, qui constitue mon emploi, parce qu'à la bibliothèque Tourgueniev, on est presque tous et toutes des bénévoles. Et les ressources, je cite à la fin brièvement les ressources de la bibliothèque dans lesquelles on peut trouver des informations, entre autres, sur la première vague de l'immigration. Donc, voilà notre magnifique catalogue donc, la dernière mise à jour dit que
donc 13 000, presque 14 000 fichiers ont été créés sur environ 40 000. Donc, ce n'est pas encore tout, mais vous voyez qu'on avance. Il y a aussi donc, le petit répertoire des archives de la bibliothèque. Là, c'est moi qui s'en occupe. Donc, j'ai actuellement, j'ai fait environ 70%. J'ai travaillé sur environ 70% des matériaux qui sont contenus. Et donc, pour l'instant, j'ai recensé plus de 800 unités, d'où des lettres, des photographes et vraiment des matériaux extrêmement variés, extrêmement intéressants. Là, j'invite surtout des chercheurs de venir pour assister aux visites guidées spécifiquement centrées sur les archives. Et on a fait aussi, donc il y avait le catalogue d'inscription manuscrite format fichier papier. On l'a donc converti au format numérique, une espèce de base de données. Donc on peut faire des petites recherches, on peut trouver facilement et rapidement les informations. Là, c'est une bénévole qui m'a aidé dans la gestion. Et on a donc actuellement plus que 360 inscriptions manuscrites dont un grand tas appartient aux représentants de l'immigration blanche. Comme vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a spécialement un projet politique derrière ou un projet impérial derrière notre activité actuelle. On est très ouvert vers les cultures des peuples de l'Union soviétique, de la Fédération russe, voilà. Et la langue russe, pour nous, c'est une langue très importante, c'est une langue de travail surtout, c'est une langue fonctionnelle. On commence déjà à parler peu à peu de la division donc un nouveau séisme entre les deux langages russes. Donc la langue de l'immigration à nouveau et la langue russe, influencée par les politiques du gouvernement. Donc, on a un peu, comment dire, l'idée de préserver cette langue russe qui n'est pas contaminée par le discours violent actuel. Mais, par exemple, comme je viens de vous dire, on diffuse volontiers aussi la connaissance de la langue française pour intégrer, pour aider les nouveaux immigrants à s'intégrer. Donc, pas de projet nationaliste spécialement, on peut en conclure.